Quand je me suis marié... Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier? J'ai dit, je ne me marie qu'avec la fille. Donc tout ce débat autour de qu'est-ce qui est le mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier. Les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer intérieurement. Namaskaram, Sadhguru. A Netflix show on the Indian way of matchmaking is trending and drawing criticism for the regressive ways of arranged marriage. Is it still relevant in today's time? Eh bien, si vous ne savez pas cela, le succès de quelque chose est dans le résultat. Le Luxembourg, qui est considéré comme l'une des sociétés les plus prospères économiquement et les plus libres, un tout petit pays, le taux de divorce est de 87%. L'Espagne, le taux de divorce est de 65%. La Russie, 51%. Les États-Unis, 43%. L'Inde, 1,5%. À vous de décider ce qui marche. Parce que le mariage, ce n'est pas la façon dont il a eu lieu, qui l'a arrangé. Vos parents l'ont arrangé, ou un site commercial l'a arrangé, une appli de rencontre l'a arrangé, ou le bar d'à côté l'a arrangé quand vous étiez embrumé, ou vos amis embrouillés l'ont arrangé, ou votre moi embrouillé l'a arrangé. Eh bien, dans tous les cas, c'est un arrangement. Le mieux, c'est que ce soit arrangé par des personnes responsables et sensées. Cette idée que le mariage arrangé, c'est une sorte d'esclavage, eh bien, ça dépend. Comme il y a des exploiteurs partout, parfois, il se peut que vos parents eux-mêmes soient des exploiteurs. Ils font peut-être ça pour leurs propres raisons. Leur stupide prestige, leur richesse, leur bêtise. Ils le font peut-être pour ces raisons-là. Eh bien... Ils regardent peut-être le darshan, mais quelqu'un très récemment, ces derniers jours, a posé une question. Ils veulent choisir une fille pour leur fils. L'une des filles est instruite, jolie, l'autre fille, le père, un homme important. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai posé une question simple. Vous voulez épouser la fille ou la fortune de quelqu'un? C'est à vous de voir, parce que je ne sais pas quelle est votre priorité. Ça dépend de votre priorité. Si votre priorité, c'est que la richesse de quelqu'un, par un mariage, devienne la vôtre, et que c'est tout ce qui compte pour vous, bien, c'est votre choix. C'est le genre de vie que vous avez choisi. Quand je me suis marié, je ne connaissais pas son nom complet. Je ne connaissais pas le nom de son père. Je ne connaissais pas en Inde, je ne connaissais pas sa caste, ou quoi que ce soit. Quand je l'ai dit à mon père, il a dit, « Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier ?» J'ai dit, « Je n'épouse que la fille. Je ne compte épouser aucune des autres choses qui, habituellement, peuvent venir avec une fille. Juste la fille. C'est tout. » Eh bien, tout le monde a pensé que c'est un désastre. Certains de mes, vous savez, conseillers autoproclamés seront là, toujours, bien que je n'ai jamais pris conseil auprès de quiconque dans ma vie.
Il y aura toujours des conseillers. Ils ont dit, tu fais la plus grosse bêtise de ta vie. Ça va être ta catastrophe. J'ai dit, peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça se passe. Une chose que je savais, c'est que c'est à moi d'en faire soit un désastre, soit une réussite. Parce que qui tu épouses, comment tu te maries, de quelle manière ça a été arrangé, par qui ça a été arrangé, n'est pas important. À quel point tu existes de façon responsable, c'est tout ce qu'il y a. Donc, tout ce débat sur qu'est-ce qui est mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier, eh bien, je pense que quand vous n'êtes pas un peu embrumé, je pense que vos décisions sont un peu meilleures. Si un homme ou une femme de 18 ou 20 ans, un jeune homme ou une jeune femme veulent se marier, qui vont-ils épouser? Leurs contacts ne sont que là. Parmi ces 10 personnes qu'ils connaissent dans leur vie, tu épouses un gars ou une fille, dans les 3 mois, tu vas savoir. Mais dans la plupart des pays, il y a une loi. Au moins 2 ans, tu dois souffrir. C'est comme une peine de prison. Si tu fais une erreur, au moins 2 ans, tu dois souffrir. Ensuite seulement tu peux divorcer. La plupart des nations ont ça. Eh bien, de nombreuses religions ont fixé ça, que le divorce, c'est absolument mal, tu ne peux pas divorcer. Mais là où de telles religions sont pratiquées, c'est là que le taux de divorce est le plus élevé. Donc, les injonctions de Dieu ne sont pas capables d'arrêter les ruptures. La loi n'est pas capable d'arrêter les ruptures. Vous devez comprendre ceci. Quand les parents organisent, je vous pose une question basique. Croyez-vous, leur jugement n'est peut-être pas le meilleur, mais que les parents ont les meilleures intentions pour vous? Mais si vous avez mûri au-delà d'eux, ça c'est autre chose. Vous pouvez prendre vos propres décisions. Mais mariage arrangé est une mauvaise terminologie. Tous les mariages sont arrangés. Par qui est la seule question. Je pense que c'est mieux que ce soit arrangé par les gens qui se préoccupent le plus de votre bien-être, qui ont un plus grand champ de... Parce que tu ne peux pas trouver le meilleur homme ou la meilleure femme au monde, parce qu'on ne sait pas où ils sont. Avec les contacts limités qu'on a, quelle est la chose raisonnablement bonne qu'on peut mettre en place, c'est tout. Donc le fait même que les taux de divorce sont ce qu'ils sont, dans ces différentes sociétés dont j'ai parlé, eh bien, le taux de réussite est très clair. Quand les parents sont la base de votre organisation, c'est un peu mieux parce qu'ils vont penser à un peu long terme. Tu aimes juste sa façon de s'habiller et tu veux te marier aujourd'hui. Eh bien, demain matin, tu vas réaliser que tu ne veux rien avoir à faire avec elle. Donc, comme quand tu as 18-20 ans, du fait de diverses compulsions ou de la pression sociale ou autre, tu peux prendre des décisions qui ne vont pas durer toute une vie. Ou parfois, tu accroches vraiment avec quelqu'un et ça peut marcher. Ça, c'est autre chose. Donc, les arrangements. Tout est un arrangement. Comprenez-le, s'il vous plaît. Vous pouvez penser tellement de choses. C'est arrangé par vos émotions, ou votre avidité, ou par vos proches. C'est arrangé par quelqu'un, n'est-ce pas? Ou quelque chose. C'est un arrangement. Comment vous l'arrangez? Eh bien, c'est votre choix. Je ne dis pas c'est comme ci qu'il faut faire ou comme ça, mais quelle que soit la manière, veuillez mener ça de façon responsable, joyeusement. Vous savez, ils disent que les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer en vous. Le mariage est fait au paradis. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent y aller rapidement. Comme il est fait là-bas, ils veulent y aller et régler la chose. Non. Vous devez comprendre que pour satisfaire vos besoins, physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et divers autres besoins, vous vous mettez ensemble. Si vous vous rappelez tout le temps que
pour satisfaire mes besoins, je suis avec toi, vous allez gérer ça de façon responsable. Au début, vous êtes comme ça, au bout d'un moment, vous pensez qu'il ou elle a besoin de vous. Alors, vous allez commencer à agir sans retenue. Alors, bien sûr, ça va commencer à devenir laid, de très nombreuses façons. Ceci est arrivé. Un jeune homme et une jeune femme se fiancent. Donc, une fois que pas comme ça, il doit y avoir une pierre. Une fois la bague passée, la femme lui tient la main et dit, « Tu peux compter sur moi pour partager tes peines, tes difficultés, toutes les souffrances que tu traverses. Tu peux toujours les partager avec moi. » Le gars répond, « Eh bien, je n'ai pas de difficultés ou de peines ou de problèmes. » Alors elle dit, « Eh bien, on n'est pas encore mariés. » Donc, si vous pensez que vous êtes empli de douleurs, difficultés, problèmes et que vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyer, eh bien, il y aura des ennuis. Faites de vous-même un être humain joyeux et merveilleux. Alors vous verrez, votre travail sera merveilleux aussi, votre maison sera merveilleuse aussi, votre mariage sera merveilleux, tout sera merveilleux parce que vous l'êtes. Sans ajuster celui-ci, vous pensez que quelqu'un d'autre va vous ajuster. Alors vous allez avoir des ennuis, et bien sûr des conséquences malheureuses pour l'autre personne. Comment peut-on réenvisager l'avenir des soins de santé? Les gens les autogénèrent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre maladie. J'aimerais voir le jour où les médecins, avant de toucher à notre patient, d'abord se soignent eux-mêmes, intérieurement. On a développé un outil simple qui s'appelle un Jivarasam. Vous verrez des choses miraculeuses arriver aux gens. Il y a des méthodes scientifiques spécifiques pour y arriver. 60-70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes, rien qu'en étant en contact avec ça. Un de mes amis m'a dit un jour, tu sais que ce n'est jamais une maladie, ça n'est reconnu comme une maladie que quand l'homme blanc l'attrape. Donc ce que je veux dire à propos de ce dont on parle concernant une approche plus holistique des soins de santé, est le fondement de nombreux métiers de la santé dans ce pays. Les soins infirmiers, beaucoup de métiers de la santé sont fondés sur ces croyances, mais ce n'est pas le paradigme dominant. Donc, le paradigme médical dominant, c'est qu'on a une maladie qu'on doit combattre. Et c'est révélé par le langage qu'on utilise, vous savez, antibiotiques, antipsychotiques, anti. Le concept que la maladie est là et que le travail de la médecine, c'est de livrer bataille et de gagner. Voyez, tout ce concept et cette approche de la médecine moderne sont apparus parce qu'il faut comprendre que quand ils ont pensé à la médecine, quand ils ont pensé à développer une certaine médecine et un système de traitement médical, leur problème ne concernait que les maladies infectieuses et les maladies contagieuses. Comment soigner la peste? Comment soigner la variole? Comment soigner cela? Personne n'a jamais pensé à un diabète ou à de l'hypertension ou à un problème cardiaque. Ils n'ont jamais considéré ces choses, elles n'existaient même pas sur leur radar. Sur leur radar, seules les maladies infectieuses existaient. Celles-là doivent être traitées comme une guerre. Aucun doute là-dessus. Parce que c'est une guerre. Une infection, c'est une invasion d'un autre organisme dans notre propre système. Et on doit utiliser des armes chimiques. On ne peut pas leur tirer dessus. Donc, tout ce système médical est né de la nécessité de gérer les maladies infectieuses, les maladies contagieuses, qui faisaient des ravages dans les populations à cette époque. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un point où les gens les autogénèrent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre maladie, ils n'attendent pas qu'une infection leur arrive. Comme maintenant ils les autogénèrent, ils ont besoin d'un autre système de médecine, d'une toute autre approche.
Ce qui est un changement qu'on a du mal à opérer en ce moment. Et si je peux me permettre, j'ai regardé le docteur Sniderman parce que Ralph fait un merveilleux travail pour retracer l'histoire scientifique du paradigme médical. Et comme vous le disiez, je ne vais pas faire ça aussi bien que vous, docteur Sniderman. Mais vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, la théorie des germes, donc notre approche repérer et réparer. Principalement les maladies infectieuses, c'était leur préoccupation. Je fais des généralisations grossières, mais le modèle médical dominant est encore conçu. Notre compétence centrale est toujours basée sur cette approche repérer et réparer, qui est clairement un échec. Dans la médecine occidentale, on nous apprend à diagnostiquer et à traiter les maladies du corps, les maladies du mental, mais on a raté le fait que la porte pour accéder à la santé du corps et du mental est vraiment, à mon avis, le cœur et l'âme. Donc comment réenvisager un avenir des soins de santé où il n'y a pas ces frontières? Voyez, l'idéal est une chose et ce qu'on peut faire aujourd'hui en est une autre, d'accord? L'idéal serait de s'intéresser au bien-être humain, pas à la santé humaine. Si on considérait le bien-être humain comme un sujet composite et un point d'entrée, alors on regarderait ce qui rend un être humain complet, et on aborderait tout ça ensemble. C'est la meilleure façon de s'y prendre. Mais aujourd'hui, que peut-on faire? Si c'est la question, on peut juste parler de... Vous savez, quelque part, avoir un petit... On ne peut pas encore les marier, on peut juste les présenter. J'aimerais y aller franco. C'est un... La situation n'est pas prête pour simplement les réunir, non. Parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, ça ne va pas se faire en peu de temps. Mais on peut commencer à créer des interfaces, ici et là. Il est possible que les hôpitaux aient un centre de méditation en leur sein. Et il est possible que les centres de méditation en ont déjà un en général, mais on peut s'assurer qu'ils ont aussi un petit centre de santé. On peut commencer à avoir un petit rapprochement pour le moment. Pour le moment, ils ne sont pas prêts pour une union totale, parce que des deux côtés, il y a trop de préjugés sur l'autre côté. Principalement, les gens ne considèrent pas la santé dans son ensemble. Ils essaient de transmettre ce qu'ils ont étudié, ou ce qu'ils ont compris. Peu importe que ça aborde l'être humain dans son ensemble ou non. Donc, ce changement d'attitude ne va pas avoir lieu juste comme ça. Jusqu'au jour où les études de médecine incluront toutes ces choses, ce qui pourrait les rendre encore plus longues qu'elles ne le sont actuellement. Et j'aimerais voir un jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, d'abord s'établissent eux-mêmes, intérieurement, avant de toucher quelqu'un d'autre. Parce que tout ça c'est important. Quand je dis tout ça c'est important, aujourd'hui suffisamment de recherches ont été menées, notamment sur l'eau, des recherches scientifiques. Et ce que ces scientifiques disent, c'est que l'eau a de la mémoire. Si vous lui donnez une pensée, elle s'en souvient. Si vous lui donnez une émotion, elle s'en souvient. Si vous la touchez, elle s'en souvient. Donc, si les éléments ont ce genre de mémoire à l'extérieur, vous pouvez changer la qualité de l'eau rien qu'en la touchant, ou avec une pensée, ou une émotion, ou une main. Il y a une belle expérience menée par une fille de 12 ans et un garçon de 10 ans en Inde. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu ça quelque part sur Internet et ils sont rentrés chez eux et ils ont installé 2 carafes d'eau en verre, dans une pièce. C'est la même eau dans 2 carafes. Dans une pièce, ils expriment des émotions très affectueuses, ils la touchent, ils l'embrassent, ils la câlinent tous les jours pendant 10 minutes. Dans l'autre pièce, ils l'insultent et expriment toutes sortes de choses négatives. Leur mère était très inquiète. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont autant d'émotions négatives en eux. Ils les expriment à l'eau. En 10 jours, cette eau qu'ils insultaient et à laquelle ils exprimaient des émotions négatives est devenue sombre. L'autre eau est restée telle qu'elle est. Ils l'ont postée sur YouTube, vous devez voir ça. Donc c'est quelque chose que nous avons toujours su. En Inde, ça fait partie de notre vie. Personne dans les foyers indiens traditionnels ne boit de l'eau du robinet, peu importe qu'elle soit potable ou pas. Même s'il est dit qu'elle est potable, elle ne l'est pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un récipient en cuivre ou
voyez ici, ils n'ont... Autrement, près de moi, il y a toujours un récipient en cuivre ou un récipient en laiton. Et ils le prennent et ils le lavent avec du curcuma et du tamarin et tout ça pendant la nuit. Et ils y mettent de l'eau, ils appliquent quelque chose, vous savez, un symbole considéré comme sacré dessus, ils le vénèrent et seulement le lendemain matin, elle est donnée à votre famille. Parce que l'eau a de la mémoire. Ils disent que si l'eau est pompée à travers des tuyaux, si elle est pompée dans des tuyaux et qu'elle fait 50 virages avant d'arriver chez vous, le temps qu'elle arrive chez vous, 60% de l'eau, le changement moléculaire de l'eau est tel qu'elle est littéralement transformée en poison. Mais si vous la mettez dans votre verre et la tenez pendant environ 20 minutes, elle va se rétablir. Mais rien qu'un pompage forcé, pas une contamination, rien qu'un pompage forcé rend la structure moléculaire de l'eau telle qu'elle est nocive pour la santé humaine. Donc si vous faites ça à l'eau, si vous traitez ceci avec toutes sortes d'émotions et de choses négatives et, vous savez, toutes sortes d'agressions envers vous-même et les autres, l'eau ici aussi se comporte de la même manière. Donc en Inde, on a le mot tirt. Tirt veut dire eau consacrée. Vous pouvez consacrer l'eau. Et il y a des moyens simples de le faire. On a développé un outil simple appelé Jivarasam. Jivarasam veut dire le jus de la vie. Le jus de la vie, c'est l'eau. Et si vous traitez l'eau avec ce Jivarasam avant de la boire, vous verrez des choses miraculeuses arriver aux gens. Ceci n'est pas nouveau, toujours. Chaque être humain qui a vécu sur cette planète avec une certaine connexion à la nature autour de lui l'a toujours su. Donc, une des choses qu'on peut faire, en particulier pour les gens qui partent à la guerre et reviennent, n'importe. La guerre est la situation la plus extrême que les êtres humains peuvent créer eux-mêmes. Pour les autres, vous avez besoin de l'aide de la nature, vous savez. Les gens qui sont passés par cette essoreuse, s'ils reviennent brisés, l'une des meilleures choses que vous pourriez faire, c'est de tous obligatoirement les faire passer au moins un mois à vivre dans une ferme, en étant connectés au sol et à l'eau et à l'air autour d'eux, à mettre leurs mains nues dans la terre et à faire quelque chose de simple, qu'ils soient juste connectés. Je dois vous raconter cette expérience. On avait un hôpital yogique dans notre centre de yoga en Inde. On l'appelait l'hôpital yogique. On ne voulait pas qu'il se développe trop parce qu'on ne veut pas se transformer en hôpital à plein temps. On est un centre spirituel. Donc, on fait profil bas. Une fois, quand je suis venu ici, j'ai parlé et quelques médecins, des médecins américains que ça intéressait, sont venus en Inde. Ils sont venus et sont restés là pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, un des volontaires arrive et me dit « Tous les médecins américains sont en colère, ils veulent partir. » Je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Le mieux, c'est que vous alliez les voir, ils sont simplement pas contents. » Alors je dis « Ok, et je vais les voir. » Alors je leur dis « Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez dit qu'il y a un hôpital. Où est l'hôpital? Il n'y a pas d'hôpital ici. » Je dis, en ce moment, il y a une 60aine de patients. Ils disent, où sont-ils? Leur idée d'un hôpital, c'est que il doit y avoir des lits. Il faut bien traiter les malades et tout le monde doit être... Si vous les traitez si bien, ils ne voudront pas recouvrer la santé. Où sont les patients? J'ai dit, ils sont tous dans le jardin, je les ai mis au travail. On leur donne les traitements et les thérapies et médicaments, mais le reste du temps, je les fais travailler. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent le faire. Par-dessus tout, ils doivent s'asseoir et travailler pieds nus et à mains nues, en contact avec la Terre. Simplement être en contact avec la planète, parce que vous êtes juste une goutte de cette planète. Vous oubliez cela. Ce que vous appelez « mon corps » n'est qu'un fragment de la planète, n'est-ce pas? Si vous perdez la connexion avec la source, n'allez-vous pas vous désorganiser? Il y a des méthodes scientifiques spécifiques de s'y prendre. Si vous ne pouvez faire aucune de ces choses, au moins faites-les juste marcher dans une ferme, pieds nus, travailler, faire quelque chose, vous verrez. Au moins 60-70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes, juste comme ça, rien qu'en étant en contact avec ça.